Amis téléspectateurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, et je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous présenter la première émission d'une série de 3 avec Hubert Reeves. Parler d'Hubert Reeves, c'est de parler d'abord, si j'ai bonne souvenance, de l'université McGill au Canada, ensuite de la Cornell University aux USA. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, C'est ça, vous appartenez à Saclay, c'est ça. ne l'oublions pas à souligner, et enfin, je crois que vous êtes toujours d'ailleurs même conseiller à la NASA. Non, je l'ai été pendant plusieurs années, mais plus maintenant. Je l'étais quand je vivais au Canada. Ici, ce serait un peu plus compliqué. Ça poserait des problèmes. Oui. Alors, venons entrer directement au vif du sujet en ce qui vous concerne, au point de vue dernier livre sorti. Je parle du dernier car vous en avez plusieurs. Oui. Et il s'agit là de Stardust, pourrait-on dire, autrement dit, poussière d'étoiles. Voilà. Alors, ce livre, nous le voyons maintenant. S'il est d'ailleurs abondamment illustré. Et il traite de quoi? Eh bien, mon but était de présenter un peu toute l'histoire de l'univers, mais d'une façon illustrée. De trouver de très belles images qui, à la fois, nous parlent du monde et de la beauté, et des beautés qu'il y a dans le monde, et des beautés que le télescope a révélées. Parce que les télescopes nous permettent de voir des choses que personne n'a jamais vues. Ça, c'est un grand apport pour l'humanité. Il y a de très belles images, et malheureusement, elles sont généralement réservées aux astronomes. Et là, j'ai pensé qu'avec ce livre grand format, avec un très beau papier, on pouvait rendre accessible à tous les gens qui le désiraient ces très belles images du ciel, mais il y a aussi des images de la Terre et de la vie. C'est une espèce de rétrospective de l'histoire de l'univers, comment l'univers s'est organisé. Et j'ai essayé de la présenter en couplant une vision scientifique, disons rigoureuse, qui se base sur des choses bien prouvées ou relativement bien prouvées, et une vision, disons, aussi plus poétique, contemplative, c'est-à-dire on découvre des choses extraordinaires sur notre univers au travers de la science, et ces choses sont ensuite un plaisir à contempler, à regarder et à voir dans leur splendeur, disons. Alors j'ai essayé dans ce livre de ne pas dissocier la vision scientifique rigoureuse et la vision plus poétique, plus contemplative. Trop souvent on les dissocie. On laisse croire que si c'est poétique, c'est pas sérieux, et que si c'est scientifique, ça doit être ennuyeux. Et je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on peut à la fois garder la rigueur et avoir ouvert l'œil de l'émerveillement, tout simplement. Oui, j'ai l'impression d'ailleurs que les astrophysiciens, les astronomes même sont un peu poètes. Hein. C'est un domaine qui, effectivement, nous touche par des quantités d'aspects. Les étoiles, on a plus de facilité, disons, à avoir un délire sur un rêve sur les étoiles que sur les atomes, bien sûr, parce que les étoiles sont depuis très longtemps en communication. L'être humain voit les étoiles depuis toujours. Il y a comme une espèce de vision ancestrale du rapport de l'homme avec le ciel, etc. Et donc, ça nous touche plus que d'une façon purement intellectuelle ou cérébrale. Si vous sortez une nuit où il y a un très beau clair d'étoiles, vous êtes vraiment impressionné, ça vous prend. Et ça ne vous prend pas par le côté essayer de comprendre ce qui se passe, ça vous prend à un niveau beaucoup plus fondamental, beaucoup plus profond. Vous êtes impressionné par cela, à un niveau qui peut être adjoint au niveau intellectuel, mais qui le dépasse et l'englobe. Vous avez dit un terme qui me rappelle le titre d'un livre de l'abbé Moreux, de l'atome à l'étoile. Il fut un temps, ça a été un précurseur d'ailleurs dans ce domaine. Oui, quand je lisais ces bouquins quand j'étais petit, c'était des bouquins que j'aimais beaucoup. Alors justement, je vais sauter sur l'occasion pour vous faire faire ce rapport entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, autrement dit en partant des quarks, des leptons et autres, nous en arrivons à ce fameux Big Bang. Oui, c'est un des aspects passionnants de la science d'aujourd'hui, que différentes disciplines qui auparavant ne semblaient pas avoir grand-chose à se dire travaillent maintenant vraiment main dans la main. Par exemple, l'astronomie, la cosmologie, l'observation des galaxies, notre univers qui est fait d'un très grand nombre de galaxies sur un ciel noir, eh bien l'observation des galaxies et l'essai de compréhension des galaxies passe en même temps par l'observation des atomes, des molécules, des quarks, des leptons, de toutes ces particules élémentaires
qu'on produit par des accélérateurs de très grande puissance, et ce que racontent, ce que découvrent les scientifiques qui étudient les quarks a un rapport très direct avec les théories qu'on peut faire sur la cosmologie. Et inversement, ce qu'observent les astronomes et les gens qui observent les galaxies a un rapport très direct sur les théories que peuvent fabriquer et qu'essaient de fabriquer les gens qui observent les quarks et les électrons. Et on sait aujourd'hui qu'on ne pourra plus comprendre l'un sans l'autre, que l'un et l'autre sont imbriqués dans une même histoire, que cet infiniment petit et cet infiniment grand, finalement, se rejoignent parce qu'ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Ce qui appartient à l'un appartient à l'autre, ce qui est du domaine de l'un a des implications dans le domaine de l'autre et vice-versa. Et il y a de plus en plus aujourd'hui dans le monde des gens qui travaillent sur ce domaine conjoint, qui, pour comprendre les galaxies, étudient les quarks, et pour comprendre les quarks, étudient les galaxies. C'est absolument fascinant, c'est un progrès récent des sciences, ça fait une dizaine d'années qu'il y a cette jonction, cette confrontation aussi, parce qu'il y a des guerres, les astronomes veulent dire des choses et les gens des particules élémentaires disent attention, si vous dites ça, ça va vouloir dire ceci, qui par ailleurs nous savons ne pas être vrai et vice-versa. Cette espèce de confrontation amicale est un des domaines les plus riches du développement de la science aujourd'hui. Alors imaginons une sorte de zoom, si vous le permettez, dans l'univers. Autrement dit, on va partir, on va essayer de reculer dans le temps, de nous retrouver 15 à 20 milliards d'années en arrière. Alors que s'est-il passé d'après vous? Quel est ce Big Bang? Quelle est son origine? Eh bien, son origine, on n'en sait rien. Ce que nous savons par la science, ce que la science nous apprend, c'est que l'univers était très différent dans le passé. Très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait pas de structure organisée, il n'y avait pas d'étoiles, pas de galaxies, pas d'êtres humains évidemment, pas d'animaux, pas de molécules, pas d'atomes, pas de noyaux atomiques, pas de nucléons. Il n'y avait qu'une espèce de grande purée de particules élémentaires, extrêmement chaudes, extrêmement denses. C'était un univers dans lequel il y avait de la chaleur, de la densité et pas d'organisation, pas de structure organisée, pas d'architecture. Tout était une sorte de chaos, ce que les physiciens appellent le chaos thermodynamique. Une sorte de chaos dans lequel il n'y avait pas d'ordre. Et c'est ce que nous montre la science quand on projette notre regard vers le passé à l'aide des observations et des théories. Cette espèce de grande purée chaotique. Alors, si vous me demandez d'où ça vient, ce qu'il y avait avant, toutes ces questions échappent au domaine de la science. La science ne peut rien en dire. Elle ne peut que nous amener par la main vers le passé, et elle nous amène dans cette espèce de grandiose éclat de lumière qu'il y avait à ce moment-là, qu'on appelait le Big Bang ou l'explosion initiale. Il y a toute une série de mots qui sont employés, mais elle ne peut pas nous amener plus loin parce que nous n'avons pas les éléments scientifiques, les théories scientifiques qui nous permettraient d'aller encore plus loin. Alors là, on peut y subvenir par soi-même, on peut y mettre ce qu'on veut, ce sont des visions personnelles, chacun peut mettre ce qu'il veut auparavant, mais la science laisse ce domaine en blanc. Et elle nous montre donc un univers plein de lumière, et puis progressivement, le temps passe et cet univers se refroidit. Et le ciel, qui était extrêmement brillant au début, devient de plus en plus noir à mesure que le temps passe. De plus en plus noir, et des galaxies se forment comme des grumeaux, comme celles que vous voyez sur l'écran. Ces taches blanches qui se forment dans un fond de ciel noir, ce sont des galaxies. Ce sont de gigantesques amas de matière contractés par la force de gravité qui vont bientôt prendre des formes assez particulières. Alors, il y en a des quantités de formes. Certaines, par exemple, ont de très jolies formes de spirales. On voit une forme en spirale, et ces spirales sont des lieux de naissance des étoiles. Et dans ces spirales se forment les étoiles par la contraction de la matière. Et cette contraction de la matière va amener donc la formation des étoiles, et ces étoiles, lorsqu'elles seront nées, vont briller. Et c'est parce qu'elle brille que vous voyez cette image, par exemple, de cette galaxie. Eh bien, c'est un très grand nombre d'étoiles, comme notre Soleil. Il y en a plusieurs centaines de milliards d'étoiles comme notre Soleil sont dispersées tout au long de ces bras spiraux de cette galaxie. Alors, certaines galaxies sont vues de face, d'autres galaxies sont vues par la tranche. Et quand elles sont vues par la tranche, alors on voit jusqu'à quel point elles sont minces. Ce sont des disques très, très plats. Et ces disques sont des lieux comme des espèces de tourbillons où les étoiles tournent. Les étoiles font un tour
en environ 200 millions d'années. Il faut compter à peu près 200 millions d'années pour qu'une étoile fasse le tour d'une galaxie. Et évidemment, des galaxies comme ça, il y en a beaucoup, il y en a des milliards, peut-être un nombre infini, on ne sait pas très bien. Les meilleurs modèles cosmologiques font état d'un nombre de galaxies qui serait vraisemblablement infini. Et nous vivons dans une telle galaxie. Cette galaxie s'appelle la Voie lactée. Nous la voyons par ces belles nuits d'été, quand on voit cette grande arche blanche. Et évidemment, c'est difficile de voir de quoi elle aurait l'air si on pouvait en sortir. Alors, de nombreux essais ont été faits, de nombreuses études. Par exemple, un groupe de Marseille a apporté des choses très importantes dans la reconstitution de la structure de notre galaxie. Et on la voit là maintenant telle que représentée schématiquement. C'est mon garçon Nicolas, qui est un peu dessinateur, qui a fait cette représentation schématique et qui montre un peu comment on verrait, par exemple, la galaxie si on pouvait en sortir. Alors des bras spiraux, tout à fait semblables à ceux que nous avons vus tout à l'heure, et puis un peu vers la gauche, vers la droite, notre Soleil, qui est une des étoiles de cette galaxie, une des centaines de milliards d'étoiles de notre galaxie. Et ça, il faut dire que notre Soleil, bon, c'est un Soleil G2, autant que je me rappelle. C'est une étoile jaune, oui. Étoile jaune. Oui, d'étoile jaune. Mais qui n'a... enfin là, nous allons tomber un petit peu dans le système solaire, ça me gêne un petit peu, puisque c'est réservé au troisième volet de l'émission. Oui. Enfin, on peut dire quand même que c'est un système un peu exceptionnel, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de Soleil double. Tandis qu'en majorité, on a des systèmes effectivement, doubles. la majorité des étoiles sont en mariage double, triple, quadruple. Notre Soleil est aussi dans un mariage extrêmement polyvalent, puisqu'il y a des centaines de corps. Mais ce qu'il y a de particulier à notre Soleil, c'est le fait qu'il est le seul gros corps. Il est accompagné de quantités de corps qui sont tout petits par rapport à lui. Tandis que dans beaucoup d'autres systèmes stellaires, on a 2 étoiles de dimension à peu près comparable, 3 étoiles de dimension comparable. Et ça, alors, on pourrait revenir peut-être à ce volet lors de la 3e émission, au point de vue système solaire. Alors, pour revenir au point de vue des univers, enfin de l'univers. Oui. Justement, je dis le mot des univers, cette phrase, parce que certains scientifiques parlent d'univers au pluriel. Oui, il y a beaucoup de spéculations, effectivement, aujourd'hui sur l'ensemble de ce qui existe et de la possibilité que notre univers ne soit qu'un de très nombreux univers qui existeraient en dehors de notre système. Je dois vous dire qu'il y a quelque chose qui m'énerve un peu dans tout cela, parce que pour moi, il y a peut-être là une discussion de mots. Vous voyez, quand on dit l'univers, qu'est-ce que c'est l'univers? La définition la plus naïve et la plus acceptable, pour moi, c'est l'ensemble des choses que l'on peut observer. Eh bien, à ce moment-là, par définition, notre univers, c'est tout, et donc tout ce qu'on peut observer. Et ces autres univers seraient des univers qu'on ne pourrait pas observer. Mais alors, ça devient un peu de la science-fiction, voyez. Est-ce que vous voulez vraiment, sur le plan de la science, introduire l'idée qu'il existe des univers avec lesquels vous n'avez aucun contact? Alors, moi, je veux bien, mais est-ce que ça n'est pas de la science-fiction? Est-ce que cela appartient à la science ou à la science-fiction? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je dis, parce qu'il y a, d'après certains, des possibilités plus tard, peut-être, d'entrer en contact avec ces univers. Mais ça me paraît un peu trop spéculatif pour être vraiment intéressant. J'attends que ces théories d'univers parallèles soient présentées dans un cadre qui les rende un tout petit peu plus vraisemblables, plausibles, avant de m'y intéresser beaucoup. Oui, parce que vous avez un de vos confrères là, actuels qui parle d'univers bulle. Oui, alors ça c'est autre chose. Les univers bulles, c'est une des visions présentes du tout début de l'univers. Cet univers se serait formé un peu comme vous avez, par exemple, vous savez, quand vous faites bouillir de l'eau et vous regardez l'eau qui bout sur votre cuisinière, au début, eh bien, il se forme des toutes petites bulles, et ces petites bulles montent dans l'eau. Et à mesure que l'eau bout, il s'en forme de plus en plus. Et vous avez à un moment donné dans votre récipient un mélange d'eau liquide et de bulles de gaz, de bulles de vapeur. Eh bien, c'est quelque chose de très semblable se serait produit au début de l'univers, une espèce de formation de bulles qui ont des propriétés très particulières. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. Mais cette idée est assez intéressante. Je crois qu'il y a du vrai dans cette idée.
Et en tout cas, c'est ce qu'on appelle les univers inflationnaires. Nous avons aussi notre inflation en sciences. Ces univers inflationnaires sont fondés sur des théories qui sont à peu près crédibles, disons, et en tout cas qui ont l'avantage d'expliquer certains phénomènes qu'on n'arrivait pas à expliquer auparavant. Et ça, pour le scientifique, c'est toujours important. Quand une théorie explique des choses nouvelles qu'avant on n'arrivait pas à expliquer, qu'on était obligé d'admettre comme étant ben, c'est comme ça parce que c'est comme ça, et qu'on accroît l'intelligibilité. Quand on comprend plus de choses, eh bien là, le scientifique ouvre l'oreille et dit, bon, même cette théorie, eh bien, je vais la suivre de près. Je ne suis pas certain que ces théories vont rester. Ça fait partie de la science en marche. Et dans la science en marche, il y a beaucoup de théories qui sont présentées comme étant intéressantes parce qu'elles vous permettraient de comprendre plus de choses, des choses nouvelles. Et ces théories d'univers bulles ont certainement quelque chose de valable et je ne serais pas étonné qu'elles restent. En fait, je vous dirais même le contraire, je serais étonné qu'elles disparaissent. Je ne pense pas qu'elles vont expliquer autant de choses qu'on l'espérait. Je crois même qu'elles vont nous compliquer la vie plus qu'elles vont nous la simplifier, mais ça, c'est la réalité, n'est-ce pas? On accepte quelque chose parce qu'on pense y trouver un avantage, et puis on se trouve pris avec, et on s'aperçoit que l'avantage, il n'est pas aussi net qu'on le pensait, et qu'on est plutôt dans le désavantage. Mais il y a énormément de spéculations sur ces événements qui se seraient passés quand l'univers était extrêmement chaud, fantastiquement chaud, et qui font état de la formation de bulles. Alors, dans certains cas, on est en dehors de la bulle et les bulles nous rejoignent. Dans d'autres cas, une autre version de la théorie, nous sommes dans une bulle et cette bulle grossit progressivement et c'est son comportement qui explique un certain nombre de choses qu'on n'arrivait pas à expliquer auparavant. Ça, alors, on part d'une sorte de désordre, et là on va aller très vite parce que nous en sommes à moins de 3 minutes avant la fin de l'émission. On part d'une sorte de désordre, on parle d'entropie au départ, pour arriver à un système de plus en plus complexe qui amène finalement la création, au travers des macromolécules, etc., de systèmes organisés. C'est ça. C'est un des grands thèmes intéressants, fantastiquement intéressants et mystérieux de l'histoire de l'univers. C'est cette émergence de l'ordre, de l'organisation, de la complexité dans cette soupe initiale tellement désorganisée. Comment se fait-il que de ce chaos initial est émergé progressivement des formes, des systèmes qu'on appelle des nucléons, des noyaux, des atomes, des molécules, et puis ensuite des molécules plus complexes, des cellules, des êtres humains finalement, et des animaux, et toute la panoplie de la vie animale et végétale? Comment est-ce qu'on est passé de cet état de chaos initial à cet état d'organisation? On commence à le comprendre de plus en plus. Certains éléments commencent à émerger. Le rôle fondamental de la force de gravité, par exemple, de la force nucléaire, de la force électromagnétique. Ces forces sont des agents fondamentaux de cette structuration de l'univers. Et c'est une très longue histoire et c'est très passionnant parce que tout d'un coup, l'être humain découvre comment il est inséré dans cet univers, comment il est un produit de cette évolution de 15 milliards d'années. Sa vie s'insère dans une évolution qui l'amène jusqu'au tout début, jusqu'à ces 15 milliards d'années de très grande chaleur, de très grande densité. Poétiquement parlant, nous sommes des poussières d'étoiles. Oui, c'est une façon de le dire. Nous sommes les enfants de l'émergence de la complexité. Alors, en 30 secondes, Hubert Reeves, simplement, est-ce qu'il ne faut pas s'étonner davantage de l'existence de l'univers, mais plutôt que des hommes puissent contempler cet univers? Les deux à la fois. Je crois que c'est un phénomène extraordinairement intéressant, passionnant, qu'on essaie de comprendre. C'est l'émergence de la conscience dans cet univers. Après 15 milliards d'années, quelqu'un apparaît, qui ouvre les yeux, qui dit où est-ce que je suis, comment ça se fait que je suis ici, qui regarde les étoiles, qui dit comment ça marche tout ça, et qui découvre progressivement toute cette longue histoire dont il est le produit. Hubert Reeves, je vous remercie pour ce premier entretien avec cette obscure clarté qui tombe des étoiles, pour rappeler la phrase du poète. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième entretien. Merci.